Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Entretien, la seule émission qui vous permet de voyager dans les idées qui façonnent notre quotidien. Alors, dans le cadre de la mission de suivi du projet SWET avec la Banque mondiale, l'INFPA et les ministères sectoriels, nous avons fait venir pour vous le coordonnateur national du projet SWET. Alors, il s'agit de M. Mba Ngami Glory que nous recevons avec honneur sur le plateau de CamNews 24. Docteur, bienvenue. Merci beaucoup. Merci de me recevoir sur les plateaux de CamNews 24. Je suis le docteur Bangami Alphonse Glory, le coordonnateur du projet SWET Volet Cameroun. Merci, docteur. Alors, parlant du projet SWET, pour commencer, pouvez-vous vous présenter le projet SWET brièvement? À quoi on s'entend lorsqu'on entend parler du projet SWET? Ça renvoie à quoi? Le projet SWET, c'est un projet régional sur l'autonomisation de la femme et le dividende démographique. Il est sous tutelle du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Ce projet vise essentiellement à accélérer l'autonomisation de la femme et déclencher la capture du dividende démographique tout en promouvant l'égalité entre les sexes. Les sexes, d'accord. Donc, si on comprend bien, vous êtes en partenariat avec les ministères tutelles tels que MINPROF, MINAS. Donc, ce sont vos partenaires au Cameroun. Oui, le projet SWET a un comité de pilotage. Et la tutelle donc est assurée par le ministère de l'économie et le ministère de la promotion. Où se trouve le pilotage? L'unité de coordination se trouve à Yaoundé. Et au-dessus de l'unité de coordination, il y a un comité de pilotage. Et ce comité de pilotage a un président qui est le ministre de l'économie, son Excellence Alamine Ousmane Mey, et Madame le professeur Abena, qui est ministre de la promotion de la femme et de la famille. Ce comité a donc le vice-président, une vice-présidente et maintenant les membres. Les membres donc proviennent des ministères sectoriels que sont les enseignements secondaires, l'éducation de base, le ministère de la jeunesse, le ministère des affaires sociales, le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministère de l'agriculture, le ministère de l'élevage, le ministère de la Santé. Donc, si on comprend, c'est une chaîne en fait. Et voilà, et parlant du projet SWET, quels sont vos objectifs principaux sur le terrain? L'objectif principal, les objectifs spécifiques du projet SWET sont de 3 ordres, à savoir améliorer la demande régionale en matière de santé et de nutrition des mères, des nouveau-nés, des enfants et des adolescents, et accroître donc l'autonomisation des femmes et des adolescentes. En faisant quoi exactement, si on peut être plus précis? En travaillant beaucoup plus sur la communication pour le changement social et comportemental. Parce que les cibles ont des problèmes. Il faudrait donc les amener à pouvoir s'exprimer. Tant que la personne ne prend pas conscience qu'elle a un problème, c'est difficile pour que le projet apporte une certaine réponse. C'est pour ça qu'on parle donc de susciter la demande. Maintenant, quand cette demande est suscitée, il y a donc l'offre qui doit être renforcée ici. Et l'offre, c'est justement en termes d'améliorer l'accessibilité des contraceptifs au niveau communautaire, renforcer la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique et livraison au dernier kilomètre, et améliorer les ressources humaines en termes de renforcement des capacités des agents de santé reproductive. Si on comprend bien, vous organisez aussi des sessions de renforcement des capacités. Oui. D'accord. Uniquement dans le domaine de la santé ou bien même pour les chefs des centres de promotion de la femme ou bien les enseignants du secondaire, en tout cas, comme vous venez de citer, pour l'éducation de base? Il faut dire que le projet SWET intervient dans plusieurs secteurs. Comme je l'ai dit, il y a le maintien des filles à l'école, il y a l'accroître les opportunités
et économique. Il y a amélioré les compétences de vie et les connaissances même en matière de santé sexuelle et reproductive. Voyez-vous, le projet souhaite s'inscrit dans la logique de capter le dividende démographique. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans la région, dans les 3 régions du Nord, on s'est rendu compte que 8 filles sur 10 décrochent avant d'aller à l'université. Et très souvent, ces enfants, nos enfants, décrochent pourquoi? À cause de 3 phénomènes majeurs. Nous avons la précarité financière des parents, les mariages précoces et les pesanteurs socioculturelles. Celles qui décident donc de rester à l'école, il faut pouvoir les encourager. C'est pour ça que vous avez vu que le projet a apporté des appuis en termes... Vous les encouragez en quoi faisant concrètement? Voilà. Nous les encourageons donc en apportant des appuis. Pour celles qui sont à l'école, le gouvernement, le ministère de l'économie, en étroite collaboration avec les autres ministères sectoriels, plus précisément le ministère des enseignements secondaires, le ministère de l'éducation de base, a donc choisi, avec bien évidemment les bénéficiaires, des appuis spécifiques. À ce niveau, nous avons les kits scolaires que nous avons apportés à plus de 32 000 jeunes filles dans les établissements secondaires et primaires. Dans le septentrion en général? Dans les 3 régions du septentrion. 32 000. 32 000 kits, à savoir 5 000 au niveau de la Damawa, 9 000 au niveau du Nord et un peu plus de 17 000 au niveau de l'extrême Nord. Là où la demande est encore plus forte. Plus forte. Et maintenant, pour les jeunes filles qui ne sont pas allées à l'école, le SUED a toujours pensé à elles en renforçant donc les capacités des centres d'encadrement des jeunes filles, que ce soit les centres multifonctionnels, les CMPJ, qui relèvent des MINJEC, voilà, soit les centres de promotion de la femme et de la famille. Voilà. Et à ce niveau, nous leur avons équipé au niveau du petit matériel. Chaque centre a bénéficié des machines à coudre, des suffileuses, brodeuses, des kits pour l'électricité et des kits aussi pour la mécanique. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre des centres de santé et des centres de formation qui ont été appuyés dans le Grand Nord, donc étant l'Adamawa, Garoua et Maroua? Est-ce qu'on peut avoir un chiffre des centres de santé qui ont bénéficié de l'offre du projet SUED? Oui, il faut dire que 165 centres d'encadrement des filles ont été équipés en matériel de formation, à savoir 1650 machines à coudre simples, 330 machines à coudre suffileuses, 165 machines à coudre de broderie, 165 machines fait-tout, 330 mallettes de couture, mallettes d'électricité, mallettes de plomberie qui sont distribuées dans les 165 centres d'encadrement des filles. Ça a été déjà livré? Et d'autres ont reçu déjà et d'autres sont en train de recevoir. Ça, c'est une initiative à saluer. Vous avez vraiment œuvré pour le Nord. Alors, est-ce que lors de la réalisation de vos projets, avez-vous eu des obstacles ou des défis? Il faut dire que le défi que nous avons maintenant, c'est de faire en sorte que ce matériel que l'État du Cameroun met à la disposition, que ce soit les centres d'encadrement des filles, que ce soit les écoles de formation au niveau de la santé, que ce matériel puisse être utilisé à bon escient. Parce que ces achats sont des fonds, ce sont des fonds que le gouvernement a empruntés pour pouvoir mettre ce matériel à la disposition de ces structures. Donc ce sont des fonds publics. Cela voudrait dire que ce matériel doit être intégré dans la comptabilité matière de ces structures. D'accord, docteur. Ces équipements feront l'objet des contrôles
des audits plus tard. D'accord, nous allons marquer une pause pour prendre la première question de nos internautes qui réagissent en même temps. Alors, qu'en est-il de suivi de ces matériels livrés auprès des établissements bénéficiaires? Est-ce que dans le cadre où il y aura détournement, on va parler de détournement de dernier public, ou bien on va se limiter juste à l'observation de ces personnes-là? Il faut dire que je vais prendre l'exemple des vélos que nous avons eu à distribuer à travers, à savoir 300 dans la région de la Damawa, 740 dans la région du Nord. Ce qui a été conçu prévoit que chaque parent, déjà les enfants ont déchargé ce matériel en même temps que les chefs d'établissement. Et chaque parent a pris l'engagement d'aider son enfant à bien utiliser ce matériel. Pour ce qui est des sacs scolaires avec kit solaire, nous avons eu à sensibiliser non seulement les enfants, mais aussi tout le corps enseignant pour que ce matériel soit utilisé à bon escient. Voilà, parce que la préoccupation de nos internautes, c'est quoi? En ce qui concerne les machines à coudre, les kits de plomberie et autres, est-ce que ça va rester définitivement au centre? On connaît la mentalité de l'homme, mais lorsque ce dernier va se permettre peut-être de prendre ça pour aller à des fins personnelles ou pour garder chez soi, est-ce qu'on va parler de détournement de dernier public? Oui, sur tout personnel, toute personne qui va prendre ce matériel pour une utilisation personnelle, ce sera un détournement des derniers publics. C'est pour ça que nous insistons. Et quand, lors de notre tournée, que nous avons commencé au niveau de la Damawa, le 16 mars, maintenant nous sommes au nord, partout où nous sommes passés, nous avons insisté sur le fait que c'est un bien public. Donc c'est destiné pour l'utilisation dans les établissements. Exactement. Voilà. C'est utilisé, c'est un appui, c'est un équipement, c'est un matériel qui doit être utilisé pour la formation des enfants. Parce que comme je le disais, celles-là qui n'ont pas eu la grâce d'aller à l'école, c'est un appui de l'État pour que dans le cadre d'une école de la seconde chance, qu'elle puisse être formée pour pouvoir se prendre en charge demain et ne pas être une charge pour la société. D'où l'autonomisation de la jeune fille. Exactement. Et les femmes. Alors, docteur, si vous permettez, est-ce que vous avez eu à faire face à des défis qui vous ont empêché à continuer normalement votre travail sur le terrain? Il faut dire que nous avons eu affaire à des contraintes. Qui dit contrainte dit un peu des facteurs externes qui ont fait en sorte que le projet ne puisse pas atteindre la vitesse de croisière aisément. Mais suite au dialogue entre le ministère de l'économie et la Banque mondiale, ces obstacles ont été levés à tel enseigne que 2024 a été l'année qui nous a permis d'exécuter le maximum d'activités sur le projet. À tel enseigne que le taux de décaissement pour l'année 2024 a été de 79% au 31 décembre 2024. Et, nous sommes en 2025 et le projet continue toujours ou bien qu'est-ce qui donc si le projet devrait s'arrêter le 31 décembre et pourquoi jusqu'à nos jours, nous sommes au mois de mars, vous êtes encore sur le terrain? Ça consiste à faire quoi? Il faut dire que le projet régional d'autonomisation de la femme au Sahel, c'est un projet qui regroupe 8 pays. 8 pays de l'Afrique. 8 pays de l'Afrique. Et la phase 2, justement, comptait ces 8 pays. Et elle est partie de 2020 à 2024. Donc, il est de bon ton qu'au 31 décembre, date de clôture du projet au niveau régional, que nous puissions être saisis pour nous dire au 31, c'est la date de clôture du projet. Okay. Donc, contractuellement, le projet devait s'être achevé. Pour ce qui concerne la phase 2, s'est achevé au 31 décembre 2024. Et maintenant, nous sommes sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'après la clôture d'un projet, il y a ce qu'on appelle la période de grâce. Ou alors la clôture d'une phase de projet, il y a ce qu'on appelle la période de grâce. Qui consiste... Merci beaucoup.
C'est la période qui consiste à liquider ce qu'on appelle les engagements. Vous voyez par exemple qu'un projet, il y a des fournisseurs qui ont livré les matériels, les équipements, et c'est la période qu'on nous donne contractuellement pour pouvoir payer les factures. Parce que quand on clôture un projet, les états financiers, tout doit être clair. Et la durée de cette période de grâce là, c'est combien de temps? Cette période est de 4 mois. 4 mois. Et c'est renouvelable ou non renouvelable? C'est une période qui peut peut-être être augmentée. Augmentée. Oui. Mais pour l'instant, elle est de 4 mois. Donc, ça veut dire que nous avons jusqu'au mois d'avril pour liquider les instances. Alors, comment le projet souhaite contribuer donc à l'autonomisation des femmes et des filles dans le septentrion? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, nous avons 5 principaux piliers, à savoir le maintien des filles à l'école, l'accroître des opportunités économiques, l'amélioration des compétences de vie et les connaissances en matière de santé sexuelle et le renforcement des capacités en soins de suivi aux victimes de VBG et aussi le développement de toutes les politiques qui ont lieu aux dividendes démographiques. C'est sur ces 5 piliers-là que le souhaite donc s'appuie pour l'autonomisation de la jeune. Est-ce que toutes les 3 régions du septentrion ont bénéficié de ces 4 points que vous venez de lister? Il faut dire qu'il y a des piliers, par exemple le 5e pilier, tout ce qui concerne la politique. Il faut dire que indirectement, ça influence. Parce qu'à ce niveau, nous abordons les aspects de loi, des textes. Si vous permettez, je ne vous coupe pas, vous avez parlé de la politique. Comment ça se passe? Vous les apprenez à faire de la politique ou bien à s'inscrire sur les listes électorales? Comment donc, quand il y a le mot politique qui apparaît, on peut savoir encore plus, docteur? C'est juste de mettre en exergue, de ressortir d'abord les textes qui existent et que les différents acteurs doivent connaître et comprendre les textes qui existent en matière de protection de la jeune fille. Et maintenant, arriver même ces textes-là aux normes internationales. Ça, c'est le premier cas. Il est aussi question dans ce pilier que les leaders communautaires, les chefs, puissent prendre conscience de l'importance des droits de la jeune fille. Maintenant, un peu plus haut, le projet souhaite travailler aussi afin que même le budget du Cameroun soit sensible aux dividendes démographiques, tout dans le terme politique. Voilà, donc ça veut dire que je suis convaincu que qui est loin d'être de la politique dont on entend au premier sens. Donc c'est pour cela. Alors, docteur, et comment vous avez fait pour surmonter ces défis que vous avez fait face au niveau de l'Adamawa ou dans le nord ou à l'extrême nord? Certes que vous avez connu des obstacles, des barrières, entre guillemets, des bâtons sur les... Comment le projet souhaite s'être organisé à affronter cela? Il faut dire que nous avons beaucoup travaillé avec les sectoriels qui sont sur le terrain. Nous avons aussi pu recruter les ONG qui ont été nos relais sur le terrain. Nous avons multiplié des échanges avec les responsables de la Banque mondiale pour pouvoir obtenir les avis de non-objection et descendre sur le terrain. Nous avons aussi impliqué les leaders religieux afin que les activités se déroulent très bien sur le terrain. Donc les leaders religieux, les imams, les pasteurs, les chefs traditionnels, donc ils sont au courant de la réalisation du projet souhait. Et par exemple, si vous arrivez dans une communauté ou dans un arrondissement, quelle est donc la première conduite à tenir? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous arrivez, prenons l'exemple peut-être dans l'arrondissement de l'Aglo, quand vous arrivez, quelle est la première conduite à tenir? Ce que nous avons fait, je pense que nous étions à l'Aglo hier, nous avons rencontré le sous-préfet. Donc vous commencez par le sous-préfet et nous avons échangé avec lui. Il était d'ailleurs très content. Nous lui avons expliqué encore qu'il maîtrisait déjà très bien le projet, mais une fois de plus, nous avons fait l'état, le bilan des activités avec lui
sur le terrain. Comme c'était une mission un peu rapide, c'est après que nous sommes allés dans les établissements et le centre d'encadrement des jeunes filles. Alors, docteur, pendant un bon bout de temps avant la fin de l'année 2024, il y avait un article qui circulait sur la toile, les internautes ont parlé, les réseaux sociaux et autres, que le projet SUED a connu des différends, entre guillemets, avec la Banque mondiale. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose à ce sujet? Comme vous le disiez, c'est dans les réseaux sociaux. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, le projet est censé, pour ce qui concerne la deuxième phase, parce que le Cameroun entre dans le projet SUED qui est régional lors de la deuxième phase. Donc c'est la première phase du Cameroun. Et il est de bon ton que, administrativement, que la banque saisisse le Cameroun pour dire qu'au 31, c'est un rappel en fait, qu'au 31 décembre, cette phase est censée être clôturée. Ça nous permet maintenant de prendre toutes les dispositions de clôture. Donc c'est dans les 8 pays de l'Afrique ou bien c'est uniquement pour le Cameroun? C'est dans les 8 pays de l'Afrique qu'on vous notifie que, conformément à l'accord de financement, le projet est censé clôturer le 31 décembre. Donc si on comprend bien, c'était une information. Ou alors un rappel. Un rappel qui a été plutôt interprété d'une autre manière. Tout à fait. D'accord, merci de nous avoir apporté des éclaircies à ce sujet. Ça a vraiment fait réagir les internautes et on disait à un certain temps que le projet SUED c'était bon dans la région, dans le septentrion. Voilà, et en ce qui concerne, nous avons parlé des obstacles. Alors, maintenant, le projet SUED est à quel niveau dans le septentrion? Il faut dire qu'en termes de performance, parce que nous allons un peu insister sur ce point, le projet SUED, à date, nous avons connu ce qu'on appelle une restructuration du projet. Je vous disais que le projet était censé commencer en 2020, mais compte tenu des contraintes, c'est en 2022 que nous nous sommes recrutés par appel à candidature. C'est en juin que nous prenons service et les difficultés et tout, c'est en 2024 que nous commençons effectivement à travailler. Et quand on commence à travailler, on est passé en quelques mois d'un taux de décaissement de 3% à 25%. Au vu donc de cette performance, la banque et le ministère de l'économie se sont assis et on a restructuré le projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce projet était censé utiliser 45 milliards. Mais compte tenu des difficultés, la banque et le Cameroun ont décidé que nous allons seulement être évalués sur près de 16 milliards. Ça fait que c'est sur cette enveloppe que nous avons donc été évalués. Et à date, nous sommes à un taux, au 31 décembre, nous étions à un taux de décaissement de 79% et un niveau d'atteinte des indicateurs du projet à plus de 80%. 80%. Voilà, c'est comme si tout comme vous pouvez aussi aller au-delà si jamais on renouvelle encore. Et voilà, et en ce qui concerne la phase 3 pour le Cameroun, ça va se passer comment? Vous êtes en train de négocier pour la phase 3 ou bien le projet SUED s'arrête à la phase 2? Il faut dire que si le Cameroun accède à la seconde phase, ça sera la phase 2 pour le Cameroun. Mais la phase 3 pour certains pays comme le Tchad, la Mauritanie. Pour l'instant, vous conviendrez avec moi que je ne vais pas aborder cette question ici, parce que, mais je sais qu'au niveau du Cameroun, les discussions sont entamées et nous espérons que cela va prospérer. Ça promet quand même. Ça promet que le Cameroun va entrer en phase 2 du projet SUED. Bon, nous allons le découvrir avec le temps. Alors, est-ce qu'on peut avoir des chiffres de vos réalisations? Est-ce que vous avez obtenu le projet SUED parmi vos réalisations les plus significatives? Est-ce que le projet SUED peut dire quelque chose là-dessus?
Il faut dire que je vais beaucoup plus insister sur les résultats. Les résultats, Vous oui. conviendrez avec moi qu'en un an, on ne peut pas véritablement parler d'effets, on ne peut pas véritablement parler d'impact. Mais ce que nous pouvons dire à date, c'est, et comme je l'ai précisé, c'est que les indicateurs du projet ont été atteints à près de 80% et le taux de décaissement avoisine les 79%. Mais en termes de résultats, ce qu'on peut aussi apprécier, comme je l'ai dit, c'est que le fait d'encourager les parents en donnant aux enfants les kits, les vélos, en payant les frais exigés, parce que nous avons donné les kits scolaires à 32 000 enfants. Nous avons payé les frais exigés à plus de 17 000 enfants. Nous avons renforcé les capacités à travers les coûts de soutien des enfants qui avaient des faibles notes. Ils étaient à plus de 28 000. Nous avons donné des vélos à plus de 1040 filles. Dans le septentrion. Dans le septentrion, à savoir 300 au niveau de l'Adamawa et 740 au niveau du Nord. Le SWED a équipé 165 centres d'encadrement des jeunes filles. Le SWED a également formé 602 sages-femmes en soins obstétricaux et néonataux. 18 sages-femmes ont été envoyées dans le cadre de l'obtention des masters dans les centres d'excellence de Bamako, d'Abidjan et de Niamey. Tout a été subventionné par le projet SWED. Tout a été financé par le projet SWED. Et ces sages-femmes sont déjà de retour au Cameroun et seront même déployées dans les zones d'intervention du projet. Le projet SWED a également équipé 16 écoles de sages-femmes de la zone du projet avec 26 modèles anatomiques. Il est aussi question que dans les jours à venir, que nous puissions mettre à la disposition de la Sénamé 4 camions frigorifiques dans les régions. Très bientôt, après la cérémonie de rétrocession de ce matériel, nous aurons 12 cliniques mobiles, 3 ambulances, 5 chariots élévateurs et il y a déjà 12 transpalettes manuelles ainsi que 15 étagères de rangement des médicaments qui seront donnés dans les fonds régionaux de promotion de la santé. C'est dit que le projet SWED a apporté, conformément à son cahier de charge, presque toutes les réalisations ont été faites dans les 3 régions. C'est vraiment à encourager, ça mérite des applaudissements pour ceux qui nous suivent à la maison. On constate que le projet SWED a vraiment œuvré dans l'Adamawa, dans le nord et à l'extrême nord avec des chiffres que nous venons de suivre avec le docteur Ngami. Alors, docteur, est-ce que vous avez un message à adresser à ceux qui nous écoutent actuellement, à ceux qui accompagnent le projet SWED ou aux récipiendaires? Est-ce que vous avez un message à leur dire? Ce que je voudrais dire à nos enfants, je vais commencer par là, et comme je l'ai répété dans les différents établissements, je leur ai dit d'accepter, user leur culotte sur les bancs. Parce que pour étudier, il faut supporter, s'asseoir sur sa chaise à la maison et étudier. Justement. Maintenant, aux parents, nous savons que c'est dur, parce que les études révèlent qu'il y a une précarité financière, et nous pouvons que leur dire beaucoup de courage et de continuer à soutenir les enfants à aller à l'école. Maintenant, pour les biens que l'État a gracieusement mis à la disposition des différents centres et autres, il faudrait que les principaux responsables utilisent rigoureusement ces biens, parce qu'il est question que les capacités des enfants soient renforcées pour qu'ils soient autonomes demain. Vous voyez très bien qu'il y a le secteur de l'éducation qui est appuyé, le secteur de la santé qui est appuyé, le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle qui est appuyé, le MINPROF même à travers les espaces sûrs. Parce que ce qu'on n'a pas aussi dit, c'est qu'il y a des cohortes de jeunes filles. Il y a des jeunes filles qui ne connaissent pas les notions de base en santé sexuelle.
Et ces jeunes filles sont donc renforcées, capacitées dans ce qu'on appelait les espaces sûrs, mis en place dans les centres d'encadrement pour pouvoir leur expliquer, pour pouvoir même leur apprendre à lire et à compter. Ça a été fait? Ça a été fait. Il y a eu une cohorte dans chaque centre qui est sortie et qui a donc bénéficié des différentes formations. Et vous voyez par exemple ce matériel qui est mis à la disposition des centres d'encadrement vise effectivement à ce que celles-là qui n'ont pas eu la grâce d'aller à l'école puissent apprendre un métier pour pouvoir se prendre en charge demain. Parce que pour mieux capturer le dividende démographique, toutes les couches du Cameroun vont pouvoir se prendre en charge à l'âge de travailler. Parce qu'un enfant, pour travailler, doit être en bonne santé, doit être formé, doit connaître ses droits. Si une jeune fille arrive à l'âge de 25 ans sans savoir lire, ni écrire, ni faire quelque chose de ce genre, vous conviendrez avec moi que c'est une charge pour non seulement la famille, mais aussi la nation camerounaise. Le projet SWED vient donc donner cette chance, et on appelle ça l'école de la seconde chance, vient donc donner cette chance à chaque enfant de pouvoir travailler demain et aussi susciter la prise de conscience au niveau des familles. C'est aussi ça qu'il faut voir, parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais s'il y a une prise de conscience au niveau de la communauté, au niveau de la famille, et même au niveau national, c'est tout le Cameroun qui gagne. Effectivement, là nous sommes convaincus. Donc un appel est lancé aux parents, aux bénéficiaires et aux chefs de centres d'encadrement de faire bon usage de ces matériels qui sont destinés à la formation et au renforcement des capacités des apprenants. Beaucoup plus, ce ne sont pas des biens qu'on a offerts aux chefs des centres d'encadrement, mais plutôt qui sont destinés au renforcement des capacités des apprenants. Et voilà, mesdames, messieurs, sur ce message du docteur Ngami que nous allons boucler l'émission. Docteur, nous sommes ravis de vous recevoir sur le plateau de CamNews 24. Je vous remercie de nous avoir donné l'opportunité d'expliquer un peu plus ce que c'est que le projet SWED, les résultats obtenus à date, les défis que nous avons eus. Et j'ose croire que nous reviendrons très très bientôt. La mission qui a commencé le 16 dans la Damawa s'est achevée aussi ici dans le nord. Et il est question que nous prenions la route pour continuer au niveau de l'extrême nord. À Maroua. À Maroua. D'accord, merci. Le projet, nous allons vous souhaiter bon vent dans la continuité de votre mission sur le terrain, accompagné des ministères sectoriels. Et voilà, mesdames, messieurs, nous venons à présent d'échanger avec le coordonnateur national, faut-il le rappeler, du projet SWED, et nous avons pris connaissance des objectifs visés par le projet SWED. C'est quoi le projet SWED? Qu'est-ce qu'il fait et comment? Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ce message que nous allons marquer la fin de cette émission Entretien sur CamNews 24 et ITFM 103 émettant depuis Gawa. Rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau numéro d'Entretien. On diarama.